On est de retour. On est de retour. Je suis content de te revoir. Là. Ça fait 1 an qu'on s'est pas vu. Moi, je suis à Sherbrooke. Toi, tu es ici, à Cantley. Mm-hmm. Puis, j'étais curieux de savoir si cette année, tu t'avais donné un but. Puis, si oui, à quoi ça ressemble? T'es-tu approché? As-tu changé au cours de l'année? Ça a été... Oui, je me suis donné un but. M'écouter, puis être attentif à ce que j'ai vraiment besoin de faire, besoin d'accomplir dans ma vie. Je pense que la première chose que j'ai... Puis ça a été vers février, mars peut-être que j'ai eu un petit down, puis là de me dire, hey, ça me semble que c'est pas ça que je veux dans la vie, là. Je m'enligne pas à bonne place, là. Fait que je me suis arrêté un peu, tu sais, on ralentit. Puis j'ai juste pris le temps, en fait. Je me suis dit, ok, faut au moins je me laisse une journée par semaine pour faire des choses que j'ai vraiment le goût de faire, parce que là, j'avais l'impression un peu de m'abandonner juste pour répondre aux besoins du client. Évidemment, là, dans le service sur mesure, j'oubliais, puis j'ai tellement souvent des idées, puis j'avais peu de temps de me poser sur ces idées-là, puis de les accomplir complètement, d'aller jusqu'au bout. Donc c'est ça que j'ai fait. J'ai pris mes vendredis. Je me suis dit, je me garde du lundi au jeudi pour mon travail, là. Puis le vendredi, je m'arrête, puis je fais ce que j'ai envie de faire cette journée-là. Au début, j'avais le goût de fabriquer mon mobilier, la collection Harmonie, là. Ça a été un peu le déclencheur de tout ça. Ça faisait longtemps que j'avais des idées qui tournaient, puis je dessinais tout le temps la même chose. Je me disais, ok, là, faut que je sorte ça de mon esprit. Ça a été vraiment la première chose que j'ai fait, puis après ça, tranquillement, on les fabrique, on en fait quelques copies, là, après ça génère plein de nouvelles idées, plein de nouvelles choses. Donc ça m'a vraiment fait du bien, oui. Ça a été mon objectif cette année. Oui. Fait dans le fond, tu n'as pas arrêté de travailler le vendredi. C'est pas un vendredi off, je fais rien. C'est un vendredi que tu gardes pour tes idées à toi. Pas seulement les idées des clients pour répondre à leurs besoins, mais quelque chose qui avait en toi, une idée que tu voulais créer. Oui. Ben, je pense que dès le début de mon projet, ça a été de vouloir faire ce que j'avais le goût de faire. Mais là, on dirait que plus le temps avançait, moins j'avais de temps pour faire les choses que je voulais faire. Donc, oui, ça a été... c'était pas un vendredi où ce que je fais rien. Ça a été un vendredi de ressourcement. Il y a quelqu'un qui m'a dit, qui me parlait de bûcheron, de dire le sage prenait sa journée assis à affûter sa hache, contrairement à l'autre qui bûchait toute la journée, mais malgré que le sage prenait sa journée à affûter sa hache, a quand même sorti autant de bois à la fin de la journée. C'est ça, c'était de prendre un moment d'arrêt pour me ressourcer. Oui. Puis là, tu as parlé de la collection Harmonie que tu as fait pendant tes vendredis. Ça ressemble à quoi, ça? Ça ressemble à ce que je voulais mettre en place. Ça ressemble au projet initial que j'avais le goût de faire vivre, de dire je prends le bois qu'on m'offre, naturellement, des partenaires, peu importe, puis ça a été ça. J'ai un de mes amis émondeurs qui m'a apporté de l'érable argenté, de l'érable à sucre, qui lui venait de couper sur le terrain de la ville. Puis il m'a apporté ça, un gros chunk, des affaires tout croche, tout bizarre. Il était pas sûr de ce que j'allais réussir à faire avec ça. Et puis quand il m'a apporté ça, transforme en planche, le laisse sécher, prend le temps de bien observer la matière, puis voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça. Évidemment, c'était pas du bois net, là, c'était pas des belles planches droites, il y avait beaucoup de caractère, donc c'est où le focus qu'on met, tu sais. Donc cette collection-là, Harmonie, ça a été de justement
harmoniser la matière à travers une utilité en particulier. Donc, le bois. Le bois. Prendre ce qui m'est offert, puis de le valoriser à son maximum, de vraiment dire, hey, on va l'amener au point où le bois mérite de continuer à vivre. Pour moi, un arbre, c'est comme un humain. Là. On ne fait pas juste les prendre dans une forêt puis dire c'est pas grave, il y en a d'autres. Là. Jamais on ferait ça. Là. D'aller prendre un humain à quelque part, dire pas grave, il y en a d'autres. Là. Puis ton ami émondeur qui t'a apporté des morceaux de bois, oui. J'imagine que là-dedans, il y avait du bois fermenté. Puis on a déjà parlé de bois fermenté. Oui. Puis justement, dans une des collections Harmonie oui. que j'ai vues, tu as utilisé ce bois-là, le bois fermenté. Oui. C'est quoi l'histoire de ce bois-là? Ben, vraiment, le bois fermenté, c'est un terme que je donne là, parce que le vrai terme, c'est du bois coty. À quelque part, il y a une forme de fermentation qui se fait. Puis pourquoi qu'on le retrouve régulièrement dans l'érable en particulier? Ben moi, juste par observation, l'érable contient un niveau de sucre supérieur à d'autres essences. C'est pas pour rien qu'on fait du sirop d'érable avec. Puis le processus de fermentation se fait à la base par le sucre, tu sais. Donc j'appelle ça du bois fermenté. Mais concrètement, c'est le développement de champignons qui est là pour décomposer la matière. En forêt, il y a un arbre qui tombe, puis le contact avec le sol et l'humidité, les champignons commencent à s'incruster dans la matière, puis à venir tranquillement décomposer le bois. Là où il y a quand même un entre-deux entre la décomposition complète et la formation de couleurs, de lignes, les fameuses lignes noires. C'est l'étape cruciale où on est capable de l'utiliser comme matière solide. Même si les champignons sont là, on est quand même capable de l'utiliser. Puis tu sais, on parle de champignons, faut quand même être... faut quand même comprendre, là, le bois va tomber en étape de décomposition à un niveau d'humidité là, vraiment supérieur à ce qu'on peut trouver dans une maison et même à l'extérieur. Il faudrait que les pieds soient plantés. En fait, que le meuble soit dans l'eau, mais en même temps pas complètement dans l'eau parce qu'il y a besoin d'oxygène. Donc c'est très particulier. Là. On peut pas juste prendre le meuble et dire les champignons vont continuer à pousser. Là, ça marche pas comme ça. Mais ils sont toujours là. Fait que dans le fond, c'est que tu arrêtes le processus de décomposition à une étape où est-ce que le bois donne une allure unique. Oui. C'est un peu comme figer le temps. Et à partir, le bois, un arbre, c'est plein d'eau. Puis quand il meurt, évidemment, cette eau-là aide le champignon à se promener là-dedans, mais finit par s'évaporer, le bois sèche. Mais au moment que le bois sèche, c'est comme si le temps s'arrêtait. On y a enlevé l'eau. Puis tu sais, on le sait, l'eau, là, c'est la base de tout ce qui est vivant sur la planète. Puis là, on y enlève l'eau. Puis là, soudainement, là, il est comme en pause. Fait que tu sais, l'objectif de dire mon mobilier va durer le plus longtemps possible, là, ben, c'est comme dire, OK, on récupère un organisme vivant, on va lui donner une pause. Puis pendant cette pause-là, on observe, on est les observateurs de tout le chemin que l'arbre a parcouru pour finalement arriver avec cette matière-là. Voilà. Fait que dans le fond, c'est un peu comme dans la science-fiction quand on prend un humain et qu'on le met en cryogène. Ouais. Autrement dit, ça peut ressembler à ça. Ouais. Puis, qu'est-ce que ça te fait pour toi, tu sais, d'avoir pris le temps le vendredi pour créer la collection Harmonie, puis d'autres collections à venir, là, je suis sûr. Qu'est-ce que ça a fait pour toi là, de prendre ça? Ça m'a donné le goût de continuer. Parce que à un moment donné, t'arrives à un moment où tu te dis, ben, qu'est-ce que je fais? On dirait que je m'en vais pas à bonne place.
Donc, tu t'arrêtes, tu regardes, tu réajustes. Là, ben, c'est ce projet-là qui m'a comme un peu motivé à continuer, tu sais. Puis ça m'a repogné aussi, là, un mois et demi à peu près. Dans le même genre de situation, puis c'est pas beaucoup d'autres, tu sais. Pourtant, je pensais avoir travaillé là-dessus, puis avoir trouvé ce qui venait me chercher. Mais, tu sais, tant que le bon chemin n'a pas été tapé comme il faut, c'est facile de revenir dans ta trail qui est déjà battue, tu sais, puis oups, là, wow, Colin, c'est vrai, j'ai pas repogné le bon chemin. Fait que là, tu te prends en ligne, puis tu continues, puis là, tu dis, ok, non, c'est vrai, c'est le projet qui m'allume. Fait que là, je me suis repris du temps pour moi encore, pour me reconcentrer sur qu'est-ce qui m'allume, qu'est-ce que j'ai le goût de faire encore. Ouais. Fait tu sais, ça fait quand même 6 ans. Ça fait 6 ans. C'est fou, hein? Ouais. Oh my god, 6 ans déjà. Je pensais que ça faisait 5, mais non, 6. Ouais. Fait que, tu sais, on dirait que tu as trouvé une façon pour un peu garder une motivation, tu sais, de prendre du recul, regarder comment est-ce que va ta situation. Il y a un petit quelque chose, un feeling qu'il y a quelque chose qui manque. Puis tu prends le temps de regarder, ah, ça j'aimerais ça. Là, tu as fait la collection Harmonie. Oui. Mais tu sens encore qu'il y a un petit quelque chose. As-tu une petite idée de genre. Y a-t-il quelque chose qu'il faut que tu crées? J'ai besoin d'être en constant apprentissage. Tu sais, j'ai besoin d'apprendre tout le temps quelque chose de nouveau. Puis étant donné que tu sais, j'ai un peu standardisé ma façon de produire les meubles, c'est sûr qu'il y a des améliorations au fil du temps parce que je veux que le mobilier soit le plus durable possible. Donc forcément, je vais améliorer ça. Mais les techniques sont les mêmes. Donc ça devient un peu répétitif. Puis j'ai ma mère qui me dit l'autre jour, justement, quand j'étais un peu démotivé, Danou, t'as jamais aimé ça, refaire la même affaire 2 fois? J'ai fait, ben oui, ça fait partie de la solution. Autant que je me disais, tu sais, j'aime ça avoir quelqu'un dans ma shop, mais en même temps, j'aime ça être toute seule dans mon environnement. Ben là, faut que j'arrête voyons, de me dire que c'est moi qui dois faire les choses toute seule. Donc, de trouver quelqu'un qui va m'aider, ça c'est fait. J'ai quelqu'un qui va venir avec moi cette année. Ça va être le fun. Juste pour m'aider aussi, justement, dans ces étapes-là un peu plus répétitives qui m'intéressent un peu moins. On est moins dans cette étape de connaissance puis d'exploration de la matière. Là, je suis un peu plus dans qu'est-ce qu'on peut faire avec tous les résidus maintenant. Autant à partir du moment que je vais scier le bois dehors, que je vais le transformer en dedans, le copeau, la poussière, toutes les retailles, tu sais, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire? Les retailles, j'ai trouvé essentiellement quelque chose à faire, là, justement les œuvres tableaux que j'appelle, qui est un processus, c'est effectivement une façon pour moi d'aller chercher tous les morceaux qui sont trop difficiles à utiliser dans un meuble, qui auraient vraiment trop de gaspillage, juste pour aller chercher un petit morceau carré. Mais juste comme ça, on parlait de temps figé, là, tu prends une tranche dans l'arbre, tu le regardes, c'est fou le chemin que ça l'a parcouru. Pas juste l'arbre, ça fait des milliards d'années que les végétaux existent. Le chemin que ça l'a parcouru. Moi, je me suis arrêté un moment donné, j'ai regardé mes œuvres, j'ai fait, mais les humains, ils n'ont rien compris. Mais les végétaux, les arbres, ils ont réussi à survivre pendant 2 milliards, mais ils ont réussi à survivre pendant tout ce temps-là. Et ils vont continuer à survivre après nous autres. Parce qu'ils ont un rythme lent. Tu sais, c'est cette fameuse équation de comment réussir à la perte d'énergie, comment minimiser la perte d'énergie. Ben, les arbres ont compris, là. Il y a zéro gaspillage au niveau de l'énergie, là. L'arbre meurt, se décompose, tous les nutriments possibles, même que ils vont au-delà d'eux-mêmes.
Parce que quand l'arbre pousse, les racines qui sont creuses ramènent en surface tous les nutriments possibles, les ramènent à travers les feuilles, les ramènent dans le tronc, et au moment de tomber, se décomposent et tous les nutriments se repositionnent en surface pour aller renourrir tous les végétaux possibles autour. Tout le monde a un rôle à jouer, puis tout le monde le fait. Puis il pense pas juste à lui. Imagine si chaque arbre devait penser à lui. Fait que moi, je m'inspire beaucoup du mode de vie des arbres, on peut appeler ça comme ça. Je veux dire, c'est au-delà de penser à nous, c'est comment qu'on peut penser à ce qui s'en vient aux générations futures. Ouais, notre environnement et tout ce qui nous entoure, tu sais. L'humain, on est tous des humains, on a tous une sorte de rôle à jouer, et puis c'est pas tout le monde qui la trouve facilement, mais comment qu'on peut accompagner ces humains-là autrement pour les guider, tu sais. Puis, non, mais quand on parle d'arbres, tu sais, le cycle de la vie d'un arbre, c'est un peu genre du cannibalisme végétal, tu sais. Il tombe à terre, puis il se donne des nutriments, mais Oui. dans le fond, c'est la récupération d'énergie, à un certain sens. Oui. Et aussi, tu sais, quand tu parles de le temps que les arbres ils vivent, puis les végétaux et tout ça, ben, même si un arbre qui tombe, le fils de cet arbre-là va repousser, puis qui va créer un autre arbre, puis il va laisser ses noyaux tomber, puis qui va créer un autre arbre, puis au final, on prend l'exemple du bois, ben, la forêt elle-même, elle s'est régénérée, puis c'est peut-être pas exactement la même forêt, mais dans un certain sens, c'est la même famille d'arbres, la forêt, ça a toute partie du même progéniteur qui s'est propagé. Puis c'est comme une grande ville. C'est comme une forêt, c'est comme une grande ville, puis chaque arbre, chaque partie vivante de la forêt est un être vivant. La végétation, les animaux, les animaux jouent un rôle crucial aussi dans les forêts. Les écureuils, c'est eux qui prennent les glands, qui les amènent à des endroits, puis qui déplacent les arbres. S'il y a un grand chêne qui pousse à un seul endroit, oui, les glands vont tomber par terre, mais les glands ne pousseront pas nécessairement rapidement à cet endroit-là. Il y a un grand chêne au-dessus d'eux, ils ne peuvent pas aller chercher la lumière tout de suite. Si par exemple l'écureuil décide que lui il se fait un nid, puis qu'ils vont chercher plusieurs glands, les enfouir dans un terre, puis oups, l'écureuil a oublié, il était où les glands? Forcément, les glands vont finir par pousser à un endroit complètement détaché de l'arbre mère, tu sais. Donc les animaux jouent un rôle, mais les arbres ont évolué avec les animaux qui jouent ce rôle-là. Les arbres ont des techniques de reproduction différentes par rapport à leur environnement. On a les érables qui font les petits hélicoptères là, qu'on appelle, là, qui tournent, puis qui s'en vont dans le vent, puis qui s'en vont ailleurs. Mais il y en a beaucoup qui se sont basés sur justement tous les petits animaux qui vont être en mesure de déplacer les graines. On parle des petits cerisiers, le fameux nerf brun ou la bourdaigne qui poussent en dessous des lignes électriques. Ben, les oiseaux qui mangent les petits fruits, ben forcément, dans leur excrément, ben, ça tombe par terre. Puis c'est une façon de propager les graines. Autant qu'on va trouver que c'est des envahisseurs, ces arbres-là, ces petits arbustes-là. Moi, je trouve qu'ils ont développé une technique très appropriée actuellement. Puis tu sais, quand tu regardes tous les types de bois qui existent, ouais. Je suis curieux de savoir, y a-tu certains types de bois que tu veux pas travailler avec, puis y en a-tu d'autres que tu préfères travailler avec? Puis, est-ce qu'il y a des types de bois que tu aimerais travailler avec et que tu n'as jamais travaillé avec? Moi, je veux tout essayer. Je me suis jamais restreint sur l'essence de bois. Du bois, et je l'ai déjà dit, du bois, c'est du bois.
on pourrait dire des humains, il y a différentes races, mais au final, on est tous des humains, tu sais. Fait que la matière, peu importe, oui, c'est ça, je vais avoir certaines préférences par l'odeur, la couleur ou la façon que le bois va travailler, mais je trouve que c'est ça qui donne du caractère. Ah, ça, ce bois-là, cette essence-là, je vais parler de l'orme, mais l'orme, on me le dit souvent, il n'est pas facile à travailler. Mais non, il n'est pas facile à travailler. C'est sa façon d'être. Mais c'est pas facile que tu peux pas rien faire avec. Y a-tu autre que les collections que tu as fait, y a-tu un projet ou même si c'est une petite affaire coup de cœur de cette année, que tu étais comme ah, ça c'était le fun à faire, ou ça, j'avais pas pensé à ça. T'sais, moi je regarde en ce moment les lumières que tu as fait avec le bois, tout ça. C'est quelque chose que tu étais comme ah, ça s'attendait pas à ça, puis finalement quand tu l'as fait, c'était le fun. Quelque chose que je m'attendais pas, mais c'est sûr que présentement, je suis en exploration. Donc, présentement, je suis en train d'essayer de voir qu'est-ce que je peux faire. J'explore un peu les lampes, plutôt les dons pour les lampes. Je révélerai pas trop de punch. On va garder ça pour quand ça va être prêt, parce que là, c'est juste des essais. Mais il y a une chose que je suis content d'avoir abouti, c'était le fameux séchoir solaire. Ça faisait des années que j'essayais de le faire fonctionner. Et cette année, bon, ben, il y avait un peu l'obligation, là. J'avais un contrat qui m'obligeait un petit peu à faire sécher mon bois plus vite. Donc j'ai mis un petit peu plus d'effort là-dessus. Mais je suis quand même très content d'être arrivé au bout de ce projet-là qui fonctionne. Mon Dieu que ça fonctionne bien. J'ai en moyenne une vingtaine de degrés plus haut que l'extérieur. Ce qui fait que quand il fait moins... J'avais testé un moment donné, il faisait moins 3 dehors. Ben, il faisait à peu près 20 degrés à l'intérieur de mon séchoir. 20 degrés! Il faisait moins 3, je me suis dit... Comment ça se fait qu'on n'a jamais... Ou du moins on le fait, là, mais... qu'on n'utilise pas cette énergie solaire-là pour chauffer des environnements. Une maison. Il fait froid dehors, mais soudainement le soleil fonctionne, puis c'est simple. Là. J'ai des panneaux solaires qui alimentent une fan. Puis il y a une circulation d'air qui se fait. Puis après un certain temps, mais le soleil, là, le point le plus chaud, du moins en été, c'est 2 heures. L'hiver, je pense que c'est plus vers midi. Mais ça crée une chaleur. Puis il n'y a pas une très grosse dépense d'énergie. Mon séchoir, il roule tout seul. Là. J'ai pas besoin de rien faire. Là. Juste d'attendre. J'en ai du temps, c'est correct. Je peux attendre. Mais à part de ça, je sais pas. Il n'y a rien qui me vient particulièrement en tête là. Le séchoir, dans le fond, C'est bon, une petite découverte de cette année. Ben, oui, c'était une découverte. Je veux dire, je l'avais déjà découvert, mais là, c'est une découverte de pouvoir enfin l'amener à terme. Il y a des petits points à améliorer, tout ça. J'aimerais ça pouvoir peut-être en faire un deuxième. Peut-être pas ici, mais un deuxième ailleurs pour comme montrer que ça marche, Colin. C'est une dépense énergétique dans l'industrie forestière qui est immense. Je lisais que ça pouvait représenter jusqu'à 80% des dépenses énergétiques totales à partir du moment qu'on rentre dans la forêt pour aller chercher l'arbre jusqu'à ce qu'il soit dans les magasins pour être vendu. 80% des dépenses énergétiques étaient reliées au séchage du bois. Puis, je veux dire, moi, je vois pas ça comme une dépense. Je laisse mon bois bien pilé à l'extérieur. Le vent fait sécher le bois naturellement. Puis après ça, je le mets au séchoir pour qu'il perde ses derniers pourcentages d'humidité. Puis mon séchoir, mis à part le matériel utilisé, comme les panneaux solaires, la fan, puis le bois pour construire la cabane, c'est tout. Là. Tu parles beaucoup de ralentir, prendre le temps. Qu'est-ce que le rien faire? T'sais, juste rien faire. Est-ce que ça joue un rôle dans ta carrière? Pas justement comme ébéniste, mais aussi entrepreneur. Juste rien faire.
pense pas qu'on fait rien quand on fait rien. En tout cas, dans mon cas, quand je fais rien, ou du moins que j'ai l'impression que les gens peuvent avoir l'impression que je fais rien, en fait, je suis en train de... Ça mijote dans ma tête. Et le fameux hamster, là, il roule tout le temps. Des fois, le hamster il a besoin d'arrêter de rouler. D'aller manger un peu, là. Non, mais... ouais, juste ralentir, prendre le temps d'observer. Je m'étais fait une image en tête l'autre jour. C'est comme quand tu roules sur l'autoroute. Sur l'autoroute, il n'y a rien. Tu sais que tu t'en vas, tu pars du point A, tu t'en vas au point B, puis entre chemin, à part pour arrêter, manger un peu ou faire pipi, tu t'arrêtes pas. Tu y vas. Ça, je dirais que c'est pas mal le rythme de beaucoup de gens. Tu t'en vas du point A au point B, tu regardes même pas le paysage, tu n'as même pas le temps de regarder le paysage, tu roules tellement vite, versus prendre une marche en forêt. Prendre une marche. Là, tu vas vraiment moins vite que rouler 100, 120 sur l'autoroute. Là, tu peux prendre le temps de regarder autour. Puis là, tu observes tranquillement. Tu réalises qu'il y a des choses qui se passent. Puis tu essaies de comprendre pourquoi les choses se passent de cette façon-là. Fait que pour moi, c'est de respecter en fait le rythme naturel. Mon rythme naturel. Découvrir les autres aussi. Je veux dire, si tu es sur une autoroute, tu sais que tu t'en vas à l'autre bout, ben tu feras pas d'arrêt en chemin. Mais si tu sais que tu es à pied, tu t'en vas à la même destination, mais tu sais que tu es à pied, tu passes par les villages, tu rencontres les gens, tu découvres des histoires, tu t'inspires de ce qui s'est passé, ben, tu vas arriver à ta destination tellement plus riche que si tu avais accéléré le temps pour te rendre. Gatineau au Québec, c'est 4 heures de char. On a le vieux chemin du roi qui passe par les villages. Ben, peut-être qu'un jour je le ferai à pied. Prendre le temps de parler avec le monde, de regarder le paysage. Je l'ai déjà fait en voiture, puis tu sais, en voiture c'est un peu rough, là, le chemin, des fois c'est pas point, quand tu repognes un peu l'autoroute, tu reviens. Mais c'est le fun de voir ce qui s'est construit, de parler aux gens, de découvrir ce qui existe. T'sais. Pas juste parce que je sais que j'ai un rendez-vous à telle heure, à telle place, de juste dire, ben, je sais qu'il faut que j'aille là-bas, puis je vais me rendre. Mais pourquoi pas me rendre avec tellement d'excitation? On dirait que la destination a juste plus d'intérêt, là, rendu là, c'est juste de... Ouais, ben, le monde aujourd'hui, on dirait on veut vivre vite. On dirait que si on vit pas à la vitesse maximale, on n'est pas en train de vivre notre vie maximale. Ouais. Puis pourtant, quand tu prends le temps de vraiment regarder ce qui te rend heureux, ce qui fait comme les choses que tu fais au jour le jour qui te donnent un certain bonheur, tu réalises que souvent, essayer de maximiser tout, maximiser ton temps, maximiser toute ta vie, ça l'enlève un peu au charme, au mysticisme qu'il y a dans la vie de tous les jours. Disons qu'on retourne dans l'arrière, puis on va voir Danou, il commence, là, il fait son premier meuble, tout ça, là, puis il regarde ça, puis il est comme, moi j'aimerais ça, là, être ébéniste, j'aimerais ça vraiment là, me partir là-dedans. Puis, qu'est-ce qui a changé dans cette mentalité-là de petit Danou qui commence à Danou aujourd'hui qui prend plus le temps? Mais encore une fois, je pense que le réflexe naturel, c'est d'aller vite. On veut que les choses aboutissent vite. Puis, tu sais, je le remarque chez mes enfants aussi. Des fois, la fin de semaine, ils me disent « Ah, papa, j'aimerais ça faire ça. » Parfait. Mais on n'a pas juste... Ça va prendre plus qu'une fin de semaine à faire. Ah, ben là, c'est donc bien long. Ça dépend. C'est sûr que ça va être long, se rendre à la destination. Mais le temps que tu vas prendre pour apprendre tout à faire ces étapes-là, puis les apprécier, ces étapes-là aussi, ça va être ça la richesse. Là. C'est pas, s'ils viennent me voir, papa, je veux faire un armoire, je veux faire une bibliothèque.
OK, on va commencer par regarder le bois que tu as besoin. Puis il va falloir le laisser déstressant dedans. Le fameux tempéré, moi j'appelle ça qui déstresse. Parce que là, il fait frais dehors ou ça va être trop humide, ben on le rentre en dedans, on le laisse se stabiliser. Là, ça va être pas mal plus le fun à travailler après. T'sais. Juste ça, c'est un mois d'attente. Minimum. Puis quand tu as un projet comme ça, tu as un projet que tu réalises, hey, ce projet-là il va être beaucoup plus long que je pensais. En termes de temps. Comment est-ce que tu te motives ou tu t'inspires pour pas perdre cette inspiration-là? Est-ce que tu as un dialogue? Est-ce que tu as un mantra? Ou est-ce que tu as quelque chose qui te garde groundé pour dire, regarde, ça va prendre du temps, puis c'est correct que ça prenne du temps, puis c'est bien que ça prenne du temps? Ben, tu sais, je vais te l'avouer, j'ai encore des fois ce petit réflexe-là. Justement, quand j'ai des idées puis que je veux les amener à terme, on dirait que je veux que ça aille vite parce que je veux voir le résultat rapidement, voir si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Fait que je fais un petit peu par petit peu. Juste, je fais mes premiers tests, je regarde ce que ça donne. Pour ça, je retourne. Puis, tu sais, encore une fois, c'est l'appréciation du processus aussi qui va être agréable dans tout ça. Pas juste de faire l'objet. T'sais. Moi, j'aime beaucoup comprendre entièrement comment les choses sont faites. Et si on prend le bois, c'est tellement complexe comme matière, le bois, on le dit, c'est vivant, là, c'est organique. Là. C'est sûr que le travail de l'ébéniste, ben, c'est de comprendre cette matière-là entièrement pour pouvoir en créer des objets avec. Ben, mais c'est sûr qu'au début, tu as juste le goût de voir le résultat de l'objet. À un moment donné, tu t'arrêtes et tu fais, ouais, mais pourquoi c'est ça qui est arrivé à mon meuble? Parce qu'après, une fois qu'il est construit, ben là, il arrive des choses, ton meuble est vie. Ben, comment je peux éviter ce pépin-là? Comment je peux faire différemment? Ben, comment je peux produire plus rapidement ou pour rentrer évidemment dans mes chiffres, entre guillemets. Moi, c'est ça que j'aime faire, c'est de comprendre chaque petite étape, chaque petite composante de la matière, à quoi elle sert, pourquoi qu'elle est là, pourquoi qu'on l'utilise, pourquoi qu'on met de l'huile sur du bois. Parce que quelqu'un t'a dit de mettre de l'huile. Non, mais elle sert à quoi l'huile? Puis pourquoi cette huile-là, on entend souvent parler d'huile de lin. Pourquoi l'huile de lin, c'est mieux? Parce que le professionnel à l'école t'a dit que c'était ça qu'il fallait utiliser. Je comprends, oui, c'est une bonne huile. Mais pourquoi c'est une bonne huile? Tu t'es posé la question? C'est quoi les caractéristiques entre l'huile de lin et l'huile de pinot, l'huile de tournesol? Je pourrais utiliser de l'huile de tournesol. L'huile, c'est de l'huile à quelque part. Je pourrais l'utiliser de l'huile à moteur. Non, mais tu sais, c'est ça. Moi j'adore me poser ces questions-là. Des fois, les gens trouvent que je vais trop loin dans le processus. Bon, c'est correct. C'est leur façon de penser, mais moi, je trouve que c'est ce qui donne de la richesse à mon travail. Là, je me suis intéressé beaucoup. Ah, tu me posais la question tantôt, qu'est-ce que j'avais aimé faire. Ouais. C'était un peu de surprise. Les teintures naturelles. Justement, c'est ça, je m'étais arrêté à l'automne, évidemment un petit peu tard en saison pour explorer les teintures naturelles, mais quand même, je me suis acheté quelques livres qui parlent des teintures. On s'entend à une certaine époque, les pigments étaient soins importés, donc on essaie de faire avec ce qu'on a autour, comprendre quel élément ça prend pour avoir quelle couleur, dans quel contexte, comment on certifie ces couleurs-là, et ainsi de suite. Puis il y en a, ça fait longtemps là, qu'on explore ça. Là. Je pense les ouvrages les plus loin que j'ai pu lire étaient de 1650, qui essayaient de reproduire des fresques, mais avec des couleurs tellement précises. Donc, moi, ça m'intéressait. J'ai été cueillir des plantes ici et là, regarder qu'est-ce que... Puis évidemment, je me fie aux connaissances que quelqu'un d'autre a pris le temps avant moi de faire. Je veux pas réinventer la roue là, non plus. Là. Je veux dire, il y a déjà plein d'informations. Je vais juste les prendre puis suivre ça. Mais ce qui était intéressant
dans ces ouvrages-là, il expliquait pourquoi qu'on utilise ces produits-là, pourquoi qu'on utilise cette plante-là plus que telle autre, même si la couleur va être la même, ben celle-là elle a une dureté beaucoup plus longue, exposition au soleil, après lavage, ainsi de suite. Ah, ok, ben c'est sûr que ça peut être intéressant d'utiliser cette plante-là plus que l'autre. Puis au-delà de ça, ben c'est sûr qu'il y a plein de plantes qui vont pousser, je sais pas, dans des plus tropicales ou justement, je sais pas, moi en Europe ou peu importe, que nous on n'a pas ici, mais on n'a pas besoin. Là. Ok, peut-être qu'on est capable d'avoir du brun, du jaune puis du vert ici, mais pourquoi pas se limiter à ça? Toi, tu as eu la chance, ou ben tu as pris la décision en fait, Oui. de prendre contrôle de la vision de certaines de tes créations avec la collection Harmonie. Oui. Fait que je serais curieux par rapport à ça. Est-ce qu'il y a certains thèmes qui rejoignent la collection Harmonie ensemble, comme chaque pièce, oui, est différente, mais est-ce qu'il y a un certain thème dans cette harmonie-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les rejoint ensemble en quelque part? L'harmonie, ça a été, je pense pour moi, une façon d'exprimer ce que je voulais exprimer depuis longtemps. Fait au-delà de ce que ça a l'air, de ce que les gens peuvent interpréter avec ça, je pense que Harmonie est à la base une forme de libération pour moi. C'était un peu pour moi une façon d'avoir confiance en ce que je suis capable de faire. Puis l'harmonie au-delà de la matière, tout ça, c'est l'harmonie aussi à l'intérieur de moi. Donc, c'est ça qui a pris forme avec cette collection-là. Au-delà de juste avoir un mobilier, des tables, des portes, puis une matière unique. Ça part de l'être humain, on part de là, on part d'une idée, on part de ce qu'on a vraiment le goût de dire comme message. Ouais. Puis sans être trop dans le futur, y a-tu une autre collection que tu as en tête, quelque chose qui te coche pour l'année qui s'en vient? Pour l'année qui s'en vient, peut-être pas une collection. Je me suis promené, évidemment, je prends des marches à 4 heures, là, je sors les chiens, je m'en vais me promener dans le chemin. Puis c'est la semaine dernière, le ciel était clair, il n'y avait pas de nuages. Les alentours de 4 heures, 4 heures et quart. Là, il y a le ciel, les oiseaux, les arbres, le gazon. J'entends les voitures un peu plus loin. Il y a ça à observer, évidemment. Et je regarde le ciel. C'est ça qui domine mon regard. Mais je regardais les dégradés de couleurs qui se créaient dans le ciel. Ça m'impressionnait de voir à quel point on avait la chaleur du soleil qui créait ce jaune jusqu'au bleu, à peu près jusqu'au milieu du ciel. Puis de l'autre côté, ça tombait là, d'un violet, mauve, lavande un peu. Je me disais, c'est le fun d'aller rechercher cette palette de couleurs-là puis de l'instaurer dans du mobilier juste par inspiration. Je me suis rentré du bois. J'aimerais ça pouvoir le faire. Je m'étais laissé encore du temps en janvier pour mes propres idées, tout ça. Donc j'aimerais ça être capable de réaliser ça. Puis ça serait probablement un mobilier unique, une œuvre unique et un petit accessoire unique. Puis l'idée avec ce concept-là, c'est qu'à travers toute la planche qui va être utilisée pour le meuble, grossièrement le gros de la matière, ça va être le mobilier. Les retailles, ça va être dans l'objectif de faire une œuvre avec, comme on a vu avec les tableaux, et la poussière, puis ce que je suis en train un peu d'explorer, d'en faire un peu une sorte de pâte, là, une pâte à papier, là, puis essayer de mouler là, quelque chose avec ça. C'est encore très expérimental, là, mais c'est vraiment de dire, ok, j'ai utilisé le gros de la matière pour faire ça, les plus petits morceaux pour faire ça, puis j'utilise encore les tout petits morceaux pour
faire quelque chose. Puis ça a vraiment été, pour moi, la mission dès le début de dire on valorise chaque partie de l'arbre. Ça vient vraiment de mon père. Il m'a instruit beaucoup par rapport aux Autochtones qui, au moment de la chasse, évidemment, récupéraient chaque partie de l'animal. Chaque petite partie de l'animal était utilisée pour faire quelque chose. Il n'y avait aucun gaspillage. C'était pour eux une façon de remercier la nature, de leur offrir la nourriture pour continuer à vivre, pour continuer à progresser dans cette terre-là, comme n'importe quel être vivant. Il y a une chaîne alimentaire, pas une chaîne alimentaire, mais oui, on s'entend, là, les humains sont au-dessus de tout le monde, mais en guillemets, là, pour moi, au-delà des animaux, moi, les arbres, c'est ça que c'est. Là. Et qu'est-ce qu'on peut... ils nous donnent tellement que je veux trouver la façon de faire le plus possible avec tout ce que j'ai comme matière. Peu importe, du compost, n'importe quoi. J'aime au moins servir à quelque chose. Donc, c'est un peu l'interprétation que je cherche à faire. Là. J'ai une autre idée de collection, mais on n'en parlera pas tout de suite. Ça ne viendra pas cette année, ça va prendre beaucoup plus de temps, avec plus grande. Ouais. C'est intéressant de voir la progression que moi j'ai vue de faire du sur-mesure, beaucoup axé sur remplir les besoins de quelqu'un pour ce sentiment-là de comme de plaire, puis de remplir des besoins, puis se sentir utile, à je prends une marche, je vois une palette de couleurs, puis je me dis ça serait beau, puis ça serait le fun de faire quelque chose avec ça. Ouais. Puis je trouve ça vraiment intéressant de voir l'inspiration que tu prends de quelque chose aussi simple que juste il y a le ciel, puis oui c'est simple, c'est le ciel, mais de l'autre côté c'est la complexité de comment est-ce que ça fait pour avoir toutes ces couleurs-là. On parle de jaune à violet, passant par le bleu, puis du lavande, puis plusieurs teintes de ces couleurs-là. C'est impressionnant de pouvoir, waouh, la nature a fait cette couleur-là. Puis après ça, nous, se dire, avec mon art, comment est-ce que je peux représenter ce moment-là. Puis un peu comme l'immortaliser. Oui. Prendre ce wow-là, puis dire, hey, ce wow-là, je veux le voir plus souvent. Exact. Ouais. Ouais, je pense que je m'assume aussi de plus en plus dans mon rôle d'artiste. Comme tu disais, c'est sûr qu'au début, on axe sur le service, tout ça. Parce que, bon, je pense que j'avais l'impression que c'était ça ma quête. Puis on me l'a dit récemment, quand j'ai revu en guillemets, un collègue. Il m'a dit, t'es venu me voir dans tes débuts, puis tu me disais que tu rêvais de faire du sur-mesure. Puis là, tu viens me revoir en me disant que c'est plus vraiment ça que tu cherches à faire. Je pense que, tu sais, on arrive à se découvrir aussi à travers la vie. Je suis encore jeune, j'apprends encore à me connaître. Mais j'ai besoin de toucher à beaucoup de choses. Donc, pour moi, en guillemets, le service sur mesure, ça a été complété. Tu sais, cette étape-là est complétée. Maintenant, où est-ce qu'on peut aller de plus en plus loin? Qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau? Ainsi de suite. C'est mon besoin. Ouais, j'ai lu un livre là-dessus, L'Alchimiste. Puis c'est un peu ça, c'est cette quête-là de l'infini, de « Hey, je voudrais faire ça ». Puis une fois qu'on le fait, on se dit « Ok, là j'ai fait ça, mais là j'aimerais ça, quelque chose d'autre, un autre défi ». Puis c'est comme la quête qui finit jamais dans le fond. Ça finit jamais. On essaie quelque chose, puis il y a quelque chose d'autre qui pique notre intérêt. On poursuit ça. Oui. Puis se trouver aussi là-dedans, puis non seulement être dans la quête du plus, mais du sentiment d'accomplissement. Oui. Tu sais, toi par exemple, tu as fait ton sur-mesure pendant un bout, puis ça a été ta base. Puis là, tu sens que tu as maîtrisé un peu, là, si je peux me permettre, ce côté-là. Puis là, c'est le temps d'explorer quelque chose de nouveau. C'est comme un peu une fleur qui éclot, tu sais, où est-ce que, au début, ça a commencé
tu as crié, qui là, elle a éclos, puis là, c'est, il y a un autre bourdon qui commence à pousser sur la branche, tu sais. Mais c'est drôle parce que l'année passée, quand on faisait cette petite vidéo-là, on parlait de papillons, de cocons. Que justement, j'avais vécu ces 5 dernières années-là à me découvrir puis à me former. J'étais une petite chenille qui tranquillement commence tu sais, ferme son cocon, puis là, tranquillement commence à ouvrir ses ailes. Puis j'en parlais en me disant 2022 va être l'année où j'ouvre mes ailes. Ben, autant que, oui, j'ai ouvert mes ailes, je ne suis qu'à mon départ. Puis c'est bien comme ça. Je prends mon temps de faire les choses sans être pressé. C'est ça le plaisir, de faire la chose. C'est pas juste d'être arrivé. On parlait de l'autoroute tout à l'heure, c'est ça. Ouais. Une histoire qui je trouvais vraiment intéressante, c'est tu as un potentiel nouveau stagiaire qui voudrait travailler avec toi. Puis l'histoire de comment il t'a trouvé, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment inspirant. Mm-hmm. Oui, ben j'ai une personne qui qui étudie l'ébénisterie en France m'a contacté par hasard pour me demander si j'accueillais des stagiaires. Un peu surpris par sa demande, je me dis, ben, il est en France, tu sais, je veux dire, il dit, sais-tu que je suis au Québec? Puis c'était clair, dans son message, il savait que j'étais ici. Il m'a trouvé à travers mon compte Instagram, qui pourtant, mis à part les publications qui se font sur les 2 plateformes, là, Facebook, Instagram, moi, Instagram, c'est pas la plateforme sur laquelle j'y mets le plus d'efforts. Puis il m'a trouvé comme ça, puis il s'est inspiré un peu de mon parcours, oui, mais de ma philosophie, le côté écologique. Évidemment, le travail que je faisais aussi, il appréciait beaucoup le travail, il le trouvait beau. Il a donné le goût, en fait, d'explorer ça. Il y avait déjà l'intention de venir faire son stage comédie en Amérique du Nord, au Québec. Tu sais, la barrière de la langue est moins là que si c'était dans un pays où ils ne parlent pas français, mais... D'abord, je suis toujours un peu charmé de voir que les gens trouvent ça intéressant de passer du temps avec moi, mais c'est encore plus charmant de voir que, Colin, de l'autre bout du monde, il y a quelqu'un qui a vu mon travail et qui a fait « Hey, j'aimerais ça aller passer du temps avec lui. » Ça flatte l'ego, comme on dit. Oui. Comment est-ce que tu penses l'accueillir? Tu vas-tu lui montrer des petites traditions québécoises avec, ça va venir. Du sirop d'érable et tout ça, là. Ça va venir. C'est sûr qu'il arrive en été, là, le sirop d'érable, c'est une autre histoire, mais je veux dire, oui, c'est sûr, je vais prendre du temps avec lui pour lui montrer des petites traditions québécoises. Je veux dire, je pense que c'est ce qui vient chercher, d'explorer d'autres cultures, autant qu'on parle la même langue, on ne vit pas dans le même monde quand même. Donc ça va être super enrichissant, autant pour lui, autant pour moi. Ça va être fou, là. Puis je l'ai toujours dit, je m'imaginais un jour de dire hey, mes meubles, je vais les exporter parce que j'avais vu qu'il y avait un certain intérêt au niveau des Européens sur ce qui se fait au Québec. On parle du sirop d'érable, comme... Mais au-delà de ça, l'immobilier, tout ça, il y a toujours un peu de ce côté exotique. Nous, on trouve que ce qu'ils font, c'est exotique, mais à l'inverse aussi. Mais après ça, tu te dis, c'est pas écologique exporter du mobilier. D'abord, c'est super gros, ben, ça prend un avion, c'est pas écologique. Je me suis assis un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui peut être le plus écologique pour l'exportation? Ben, le savoir-faire. Savoir-faire, la transmission du savoir-faire, c'est ce qui reste le plus écologique parce que autant maintenant avec la télécommunication qui se fait outre-mer, je veux dire, c'est encore mieux. Mais ce stagiaire-là va venir ici, va acquérir de l'expérience, va repartir chez lui avec ça et bâtir quelque chose là-bas. J'ai pas besoin d'amener mon stock là-bas, j'ai pas besoin d'être là. Puis, à un moment donné, moi j'ai rien inventé non plus, là. Mais de
de donner ces connaissances-là, les partager, ces connaissances-là, puis qu'ils fassent leur bout de chemin à travers le monde, c'est pour moi ce qui rend ce côté écologique-là, c'est le local, c'est juste ça, c'est juste le local. Moi, je fais mes choses ici, pour les gens ici. Après ça, si ça en inspire d'autres qui sont ailleurs, même si c'est juste à Montréal, qui est à 2 heures, puis qu'il y a quelqu'un qui se dit « Hey, Denou a construit quelque chose de logique, je vais m'en inspirer pour pouvoir servir les gens au niveau local. » On évite tellement de transport, tellement de manipulation à l'extérieur aussi. La fameuse mondialisation, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas aussi bien qu'on aurait voulu, mais ça a eu quand même un certain effet positif au niveau de la communication qu'on a eue entre humains à travers la planète. C'était ma petite histoire du stagiaire. Ouais. Oui. Ouais, non, j'aime bien ça, puis je trouve que c'est un beau thème un peu pour finir là-dessus. Si tu as quelque chose d'autre à dire, j'aime pas. J'ai-tu d'autres choses à dire? Je souhaite... je sais pas comment le dire exactement, mais je souhaite aux gens de réaliser leur plein potentiel. On m'en a souvent parlé. On a souvent l'impression d'être arrivé à notre plein potentiel, ce qui techniquement n'est jamais le cas. Il y a toujours quelque chose à explorer, mais j'ai fait des conférences dans les écoles secondaires dans le contexte Ose entreprendre. J'avais participé au défi Ose entreprendre en 2019. J'avais gagné là, le lauréat régional, donc en Outaouais. Donc là, je trouvais que c'était à cette étape de ma vie que j'avais envie de partager mon expérience avec d'autres personnes, et c'était particulièrement enrichissant de voir à quel point les jeunes ont des idées et se croient un peu renfermés dans ce moule social-là qu'on se crée. Mais quand je leur parlais que ça pouvait aller au-delà de ça, on dirait que ça les allumait, tu sais. Ah, maintenant je peux réaliser vraiment ce que j'ai envie de réaliser. C'est ça que tu es en train de me dire? Oui. Ah, wow. Donc je souhaite aux gens de prendre le temps de s'écouter et de se réaliser. Trop souvent, j'ai entendu dire « Ah, je suis pas assez bon pour faire ça. Ah, c'est pas pour moi, ça. » Ou dire « Ah, j'aimerais tellement ça faire ça. Ah, tu sais, Dani, t'es chanceux. » Il y a une partie de chance, mais il y a une partie d'effort aussi à mettre dans tout ça. Mais oui, je souhaite vraiment aux gens de prendre le temps de s'écouter puis de se réaliser concrètement. Puis ça se planifie, tu sais. C'est pas juste de dire du jour au lendemain, je lâche ma job parce que j'aime pas ça, puis je fais de l'ébénisterie. Je pense que si tu lâches ta job du jour au lendemain, il va arriver d'autres problèmes. Mais ça se planifie, tu sais. Si t'as le goût de faire n'importe quoi, de la peinture, des arts, évidemment, les arts, on dirait que c'est toujours plus complexe que ça a l'air, mais bien structuré, ça fonctionne bien. Puis les gens en veulent. On vit de ça. On vit de la culture. Peut-être le mot de la fin.